Le talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Roger Gérard Schwarzenberg. Roger Gérard Schwarzenberg, bonjour. Bonjour Monsieur Meus. On démarre par 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non ? Très volontiers. Existe-t-il un racisme anti-blanc en France ? Non. Faut-il absolument limiter le déficit à 3% du PIB l'année prochaine ? Non. Les Verts ont-ils raison de vouloir voter non au traité européen ? Non. Avez-vous embauché un membre de votre famille comme collaborateur à l'Assemblée nationale ? Non, jamais. Écoutez, merci d'avoir joué le jeu, un des rares à vraiment bien joué le jeu du oui-non. Je voudrais vous faire écouter un extrait de Jean-François Copé qui était ce matin à Europe 1. C'est pas pour moi une réflexion d'homme d'État quand même. François Hollande, il est au pouvoir, il a tout gagné. Il a tous les pouvoirs aujourd'hui. Donc la vraie question, plutôt que de continuer inlassablement de taper sur Nicolas Sarkozy, c'est quelle est la vision stratégique qui est la sienne. Or, depuis maintenant plus de 4 mois qu'il est là, pas une seule fois, ni à la télévision, ni à la radio, il n'a été capable de proposer une vision stratégique concrète, c'est-à-dire en clair, comment est-ce qu'on baisse le coût du travail, comment est-ce qu'on relance la machine. Jean-François Copé réagissait à ce qu'avait dit François Hollande à New York en disant les 3 millions de chômeurs, c'est l'héritage, c'est Nicolas Sarkozy. C'est pas un peu facile cette argumentation de dire bah voilà, c'est l'héritage ? L'argument de l'héritage est un argument classique, mais enfin Oui. il est fondé tout de même sur la réalité. L'actuel président n'est en fonction que depuis 4 mois. Donc s'il est évidemment très regrettable que le chômage continue de progresser, l'essentiel du nombre de En fait, c'est l'héritage chômeurs- de la crise, c'est plus que Oui, c'est l'héritage de la crise, c'est l'héritage de la conjoncture, c'est aussi tout de même l'héritage d'une politique économique conduite par M. Sarkozy qui n'était pas de nature à développer l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de temps perdu par rapport au démarrage en juin ? On voit que finalement il y a eu un changement peut-être de ton, de méthode à partir de la rentrée ? C'est toujours un peu difficile pour une équipe nouvelle et totalement nouvelle, à la fois la présidence, le gouvernement, beaucoup de parlementaires, de se mettre en place, de prendre les décisions. Mais dès le mois de juillet, vous vous rappelez la session extraordinaire, beaucoup de décisions ont été votées. Ouais. A priori, la fermeture des hauts fourneaux de Florange devrait être annoncée cet après-midi. Vous considérez que c'est un échec pour le gouvernement? On se souvient que François Hollande était allé sur place en disant oui, c'est pas qu'il se battrait. spécialement un échec pour ce gouvernement, c'est un échec aussi pour l'équipe précédente, mais je considère tout de même que certaines grandes entreprises, très grandes entreprises comme celle-là ou d'autres comme Sanofi, qui font des profits, distribuent des dividendes, pourraient se soucier davantage de la sauvegarde de l'emploi. Je sais bien qu'il y a des nécessités d'adaptation, mais tout de même. Vous dites il n'y a pas de racisme anti-blanc, ça fait référence évidemment à ce que Jean-François Copé écrit dans son livre, Manifeste pour une droite décomplexée. Sur quoi vous vous appuyez pour dire que ça n'existe pas écoutez, lui s'appuie sur des témoignages de gens qui le vivent au quotidien. Je ne sais pas quels sont ces témoignages et ce qui se passe dans sa ville de Meaux. Moi, je suis député de Villeneuve-Saint-Georges, j'en ai longtemps été maire. Vous n'avez jamais eu de témoignage? Je ne suis plus parce que je n'ai pas cumulé les mandats. Je n'ai jamais constaté de comportement de ce type. Mais dans une ville de 32 000 habitants qui comporte une partie importante de la population d'origine maghrébine ou africaine. Bon, je n'ai jamais constaté ce que Copé appelle un racisme anti-blanc. Mais c'est peut-être parce que nous avons toujours agi pour l'intégration, pour le respect de chacun. Moi, je suis tout de même désolé de voir que François Copé, lancé dans la course, Jean-François Copé, je veux dire, lancé dans la course à la présidence de l'UMP, reprend des thèmes, des expressions de la droite extrême, pensant que c'est nécessaire pour l'emporter. Nicolas Sarkozy, vous vous rappelez, voulait siphonner les voix du Front National. Jean-François Copé va au-delà, il siphonne les idées et le vocabulaire du Front National. C'est vraiment pas souhaitable pour vous? Il va trop loin? Comment... Oui, tout à fait. C'est très regrettable. Très très regrettable, très excessif, et au fond, le rôle d'un homme politique n'est pas d'employer un langage qui peut créer des clivages et des tensions, c'est au contraire de rassembler. Alors quelque chose qui crée des clivages et des tensions, c'est la décision des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, de voter non au traité européen. Quelle est la position des radicaux sur ce sujet? Les radicaux sont pour le oui au traité européen. Je dirais que personnellement, je suis plus d'ailleurs favorable au contexte qu'au texte. Du traité européen. Donc c'est le contexte qui vous fera voter le texte? Oui, c'est le contexte qui me fera voter le texte. Le texte, je ne peux pas dire qu'il soit insatisfaisant, mais notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans le rythme, dans le calendrier de réduction du déficit public, il y a peut-être des éléments qui sont un peu trop rigoureux, d'autres points aussi, dont nous parlerons peut-être aussi, mais je considère que le contexte est tout à fait amélioré pour deux raisons. La première, c'est que
François Hollande, en liaison avec l'Italie, l'Espagne et avec Mario Draghi de la Banque Centrale Européenne, a réussi à réorienter les choses vers la croissance avec le pacte de croissance. Mais il avait dit qu'il renégocierait le traité et au fond, c'est le même traité. C'est le même traité, mais c'est le même traité dans un écrin tout à fait différent. Donc c'est ça qui change tout. Ce que vous dites donc, c'est que les radicaux, l'ensemble des radicaux voteront oui, très probablement, très probablement. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que Mario Draghi a fait un travail remarquable, le président de la Banque Centrale Européenne, avec une vision politique. Et moi, je regrette très vivement que Manuel Barroso, qui à mon avis a peu de vision politique, tiennent des propos selon lesquels il s'apprête à poursuivre la Banque Centrale Européenne devant la Cour de justice de l'Union Européenne si elle persiste à vouloir racheter des dettes d'État de manière illimitée, parce que cela ne serait pas directement conforme au statut de la Banque Centrale Européenne. Bon. Barroso, vraiment, n'en manque pas une, je dirais. Ouais. Et il ne vous aide pas, il n'aide pas... Mais il n'aide personne, il ne fait pas avancer l'Europe. Là, actuellement, au lieu d'aller dans le bon sens, il fait preuve d'un conservatisme extraordinaire. Bon, mais heureusement que la Commission n'a pas un rôle qui est maintenant central. Alors, on n'a pas le temps, il nous reste une minute de développer, mais vous dites que les 3%, c'est un objectif qu'il ne faudrait pas il serait très souhaitable garder. Qu'on l'atteigne, bien entendu. Les 3% Est-ce que ce n'est pas un mauvais signal à envoyer que des gens comme vous... Évidemment, non, je me garderai d'envoyer le mauvais signal. Mais il y a une disposition dans ce traité lui-même, qui fait que c'est la Commission qui fixe le calendrier d'évolution vers le taux de 0,5% du PIB en 2017 et les étapes pour y accéder. Donc on pourrait très bien imaginer que les différents États européens qui ont signé ce traité et la Commission puissent se mettre d'accord pour un assouplissement du calendrier de réduction du déficit public, si l'on s'aperçoit que le taux de croissance en France et ailleurs n'est pas suffisant pour parvenir dans des conditions sûres à ces 3% du déficit public. Vous avez l'impression que c'est ce sur quoi travaille le gouvernement actuellement ? Non, j'en ai parlé avec Jean-Marc Ayrault. La volonté du gouvernement, c'est vraiment de tenir le 3% du PIB comme déficit public pour 2013, avec des décisions courageuses qui sont prises en ce moment même, je crois, au Conseil des ministres, à moins qu'il soit terminé. Mais ce que j'aurais préféré, pour ma part, dans cet effort global de 30 milliards d'euros qui est fait, qui est proposé dans la loi de finances, c'est qu'il y ait un meilleur équilibre entre la réduction des dépenses de l'État, d'une part, et la hausse des impôts, d'autre part, puisque l'effort global de 30 milliards repose pour un tiers seulement sur la réduction des dépenses publiques, ça ne va pas et pour les deux autres tiers, sur les impôts, sur la hausse des impôts, qui va tout de même impacter une large partie des classes moyennes avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu, qui est maintenu pour la seconde année consécutive. Donc il aurait été souhaitable que la réduction des dépenses publiques dépasse les 10 milliards. Et pour cela d'ailleurs, le groupe radical que je préside à l'Assemblée nationale va déposer une proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête sur la rationalisation d'actions administratives. Vous savez que le Conseil d'État puis l'Inspection générale des finances ont notamment soulevé le problème des agences publiques de l'État, dont le nombre s'est multiplié, qui exercent au nom de l'État une politique publique. Et certaines de ces agences publiques de l'État sont peu utiles et toutes sont toujours coûteuses. Donc il y a sans doute, pour la maîtrise des dépenses publiques, oui. Roger Gérard Schwarzenberg, merci d'avoir répondu à nos questions.